Bienvenue dans Découvre mon histoire, le podcast du Centre régional pour l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère de Liège, le CRIPEL. Pour cette 3e saison, nous mettons en lumière les mineurs étrangers non accompagnés, appelés MENA, ainsi que les personnes qui les accompagnent dans leur nouvelle vie en Belgique. Quand j'avais anniversaire, j'avais la même cadeau que tout le monde. Et c'est important d'essayer de faire un rôle par an. Dans cet épisode, nous parlerons de l'évolution psychosociale des MENA en famille d'accueil, avec le témoignage d'Idriss, ex-MENA ayant vécu en famille d'accueil, suivi de l'interview avec Noémie Globen, psychologue clinicienne indépendante. Je suis Idriss, je suis né en Afghanistan, 30 juin 2000. Je suis grandi dans une famille que j'avais 2 frères, 3 sœurs. Et mes 2 frères, ils sont petits et c'est moi que j'étais plus âgé. C'est une vie simple, j'étais à l'école, j'ai fait mon sport, j'avais plusieurs activités avec les amis. Mon père, il était chef de village. Il avait problème avec les talibans. Ça durait longtemps et d'un coup, ça est devenu vraiment sérieux. Il avait peur que si je vais à l'école, parce qu'à l'école, il était dans une autre commune, il était un peu loin. Il avait peur que je vais avoir les problèmes pour le chemin, pour venir aller. Et à cause de ça, j'ai arrêté d'abord l'école. J'ai resté quelques mois à la maison. J'ai ni activité, ni à l'école. C'était une vie un peu compliquée. Après, j'ai senti aussi que c'est pas quelque chose normal. J'avais plus moyen pour faire la vie comme avant. Et j'étais obligé de quitter mon pays à cause de ce problème-là. J'avais 15 ans, c'est mon oncle qui m'a aidé. C'est pas lui qui m'accompagne parce que si les talibans savaient qu'il m'a aidé, lui va avoir le problème aussi. Mais il a demandé à les amis, c'était soir vers 10h, quelque chose comme ça. Il est venu, il m'a pris avec, il m'a ramené à Capitale et parlé avec une passeur pour venir à Europe. Il m'a mis dans une groupe qu'on était presque 15 personnes. Pour arriver dans les frontières de l'Iran. Après, on était presque 200 personnes et j'ai arrivé jusqu'en Belgique. Comme ça, j'ai passé de tout le transport, par exemple, voiture, train, camion, bateau, conteneur, tout, d'arriver jusqu'ici. Je connaissais même pas Belgique, mais je connaissais Bruxelles parce que mon oncle a dit que tu vas aller à Bruxelles. Mais je ne savais pas c'est quoi Bruxelles. Et j'ai arrivé d'abord l'Iran. C'était vraiment une période compliquée. Les policiers, quand ils t'ont attrapé, ils t'ont mis à Iran. Iran, ils l'a mis directement en Afghanistan. C'est une frontière, je veux dire, trop compliquée. Et brave méchamment aussi. Si tu cours, c'est risque de tuer. Et après, on a été à Turquie. À Turquie, j'ai resté à côté de frontière de Grèce. J'ai resté aussi, on va dire, 15e jour. Après, on a été dans une bateau. À ce moment-là, que j'étais là-bas, c'était un peu dur. Maintenant que je pense, pour moi, c'était un peu drôle. Parce qu'on a pris les bateaux et c'est nous qu'on a gonflé les bateaux à côté de la mer. Mais c'est les premières fois que je vais à la mer, parce qu'Afghanistan, il n'y a pas de la mer. Et quand je vais à la mer, c'était, on va dire, 12 heures du matin. Et qu'il a fait un bruit bizarre, la mer. J'ai dit, oula, ça va être un peu compliqué pour passer. Et quand on a gonflé les bateaux, pour moi, j'ai dit, je ne vais pas dedans. Parce qu'il n'y avait rien, il y avait marché avec une batterie, quoi, simple batterie. Pour moi, aujourd'hui, ce bateau que je vois, juste c'est des gens, ils l'utilisent pour pêcher les poissons et tout ça. Il m'a obligé d'aller là, et on était 14 dedans. Et un gars qui a dit, oui, je sais rouler les bateaux, mais qui n'a jamais essayé. Quand il a commencé, on a été allé, on va dire, 50 ou 40 mètres. Le bateau, ça n'avançait plus, ça tournait de tous les sens. On a essayé d'avancer tout doucement. Maintenant, on est rentré dans la vitesse. Et le bateau, il est directement arrêté. Les batteries, c'est fini.
Après, il a recommencé à reculer les bateaux. L'eau, il a monté dans les bateaux. On était presque moitié dans l'eau. On a essayé d'échapper de l'eau, mais ça devenait de tous les sens. Et après, heureusement que les bateaux de policiers, il arrivaient. Et après, le policier, il a expliqué qu'il n'est pas venu nous chercher à nous. Il y avait un autre bateau qui est tombé dans l'eau, quoi, et qu'il est cherché, mais il n'a pas trouvé. Heureusement, il a tombé sur nous pour sauver. Sinon, s'il était en retard, allez max 15 minutes, peut-être je ne serais pas là ici. Et voilà, après, nous monter dans les bateaux de police et tout ça. Et après, on a resté. Ça fait un endroit, la cause, quelque chose comme ça. On a resté 20 jours là-bas pour voir une papier de un mois ou 3 mois, j'ai oublié ça, pour venir à Athènes, la capitale de Grèce. On a resté 20 jours et on avait mangé une fois par jour, mais voilà, la vie ça passait juste. Après on a vu les papiers, on a pris les gros bateaux, on est venu à Athènes. J'ai resté aussi quelques semaines quand même. Après Athènes, c'était vraiment simple, un voyage que j'ai trop aimé. Après au Makdounie, on a été dans les pontières de Makdounie. Après on a marché tranquille, les gens ils ont aidé. Même les policiers qu'ils nous voyaient, ils les désiraient. Et après Grèce et Makdounie, après c'est Serbie. Après Serbie, c'est Hongrie. Hongrie, il y a 2 personnes qui m'ont aidé, qui m'ont donné l'étiquette de train pour venir jusqu'en Autriche. Après Autriche, j'ai été à München. Et après München, j'ai venu à Bruxelles. Quand j'ai arrivé en Belgique, pour moi, c'était une nouvelle expérience. Ça change vraiment la vie d'Afghanistan et ici. C'est pas que là-bas c'est négatif, ici c'est positif, ou ici c'est négatif, là-bas c'est positif, rien à voir. Mais culture, la langue, les situations, quelqu'un qui l'a pas vécu, peut-être il va pas comprendre ce que je voulais dire, mais quelqu'un qui l'a vécu de 2 côtés, il sait qu'il y a quoi qui change. Et il y a plein de choses que je voyais. J'étais étonné, mais avec le temps, chaque fois quand je voyais quelque chose que peut-être je pensais bizarre, mais après je me dis, ça change carrément. Après, j'étais à Bruxelles pour voir. Je ne savais pas où je vais aller quand je suis descendu de train, gare du Nord, ouais. Et je ne savais pas qu'est-ce que je vais aller faire et tout ça. Mais heureusement qu'il y avait des gens comme moi qui étaient arrivés peut-être il y a 2 semaines plus tôt que moi. J'ai posé les questions. Il m'a montré un endroit que je dois aller pour demander, pour me présenter que je viens d'Afghanistan et tout ça. Et après, j'ai été là. Il m'a donné directement 6 jours. Devant les bureaux qui gèrent les étrangers. J'ai passé 6 jours dans une tente. Là, j'ai senti un peu mal parce que je me dis, ok, j'ai passé toute la chemin et tout ça. Pour arriver ici, ça recommençait avec les tentes et tout ça. Je me dis, j'espère que ça va finir bien. Sinon, je me posais les questions. Si ça ne change pas de 6 jours, peut-être je vais quitter la Belgique. Peut-être je vais continuer à Londres. Il y avait beaucoup d'étrangers, vraiment beaucoup. Après 6 jours... on a rentré, il nous a bien accueillis et il m'a donné une centre à Bruxelles, pas loin de Gare du Nord. J'ai resté plus ou moins 2 mois là-bas. Et là-bas que j'ai commencé à parler la langue néerlandaise et j'étais quand même pas mal avancé. Et après, je voulais que je reste à Bruxelles parce que j'ai commencé à habituer. Je vais foot avec les gens et tout ça. J'avais d'activités. Après, c'était une centre qu'on ne peut pas rester longtemps, maximum 2 ou 3 mois. C'était une centre vie d'asile. Un jour, il m'a dit on te choisit un autre endroit. J'avais pas le choix. Et j'ai trouvé plein de les amis dans le centre. Ça aussi, quand même, pour moi, c'était... Je répète toujours ça avec les amis. Quand j'ai quitté mon famille, j'étais triste, mais je ne sentais pas vraiment quelque chose parce que j'aimais voyager tout seul. Et une fois que j'ai quitté le centre de Bruxelles, j'ai quitté les amis. Et là, je me sentais vraiment mal.
À la base, j'ai grandi en Afghanistan dans une campagne. Une campagne, il était vraiment cool. Notre campagne là-bas, c'est pas la même chose qu'ici. Quand j'ai arrivé à Sprimo, centre de Panou, j'ai pas trop aimé. On était 3 mineurs. On arrivait à centre. Le reste, c'était les adultes. On n'avait pas la même âge que nous et c'était un peu difficile de parler, d'activités avec. En plus, quand il nous expliquait qu'on doit aller à l'école, j'ai demandé qu'on va aller où à l'école. Il a dit à Virvi, mais je ne connaissais pas du tout. Et après, il m'a expliqué que tu vas aller vers 8h, tu vas finir à 15h, 15h30. J'ai dit non, je ne vais pas aller à l'école. Parce que chez nous, tu commences à 8h, tu finis midi. Même là, pour moi, c'était trop long. Et quand j'ai entendu ça, je me dis non, je ne vais pas continuer à l'école. Il m'a dit c'est obligatoire. Et après, les gens là-bas, il y a toujours de temps en temps les contacts avec les assistants. C'est trop sympa et ils nous ont bien accueillis. Une fois qu'on a commencé à l'école et tout ça, la vie ça continuait normal. On est habitué, on a tout doucement rentré dans les situations de Belgique, habitué avec les gens, habitué avec les systèmes. Après, c'est pas exactement, on va dire, 4 mois. La première raconte CGRA, quand j'arrivais. Il a juste demandé si, par exemple, présenter c'est quoi tu avais ton problème, vite fait. Et après, j'ai eu mon papier. J'avais 16 ans quelques mois, qu'il m'a donné les papiers que tu peux rester en Belgique. Mais après que j'ai eu les papiers, j'ai cherché la maison pour trouver vivre tout seul. Déjà, j'étais presque 17 ans, j'avais pas moyen de vivre tout seul. Et après, c'était compliqué de trouver un appartement. En plus, je n'aimais pas trop dans les grosses villes parce que j'ai déjà dit que j'ai grandi dans une campagne. Ici, dans les Banous, j'ai encore habitué dans une campagne. Après, j'ai pas envie d'aller, par exemple, à Liège ou Bruxelles. Les personnes qui m'ont donné les cours de français tous les mercredis, ils m'ont demandé pour accueillir comme famille d'accueil pour vivre avec. Après, j'ai été 2-3 semaines pendant les week-ends. Les premiers jours que j'ai arrivé, j'ai vu son 3e fils. Il m'a bien accompagné, lui aussi, il est avec les amis. À mon avis, c'était mon première semaine ou 2e semaine. On a fait une soirée ensemble avec ses plusieurs copains. Et franchement, ça s'était bien passé. Pour moi aussi, c'était une expérience. Pour de notre côté aussi, c'était une expérience parce que les gens qu'il a jamais traîné avec un étranger, qui ne parlait pas français, qu'il y a d'une pays compliquée. Et il m'a dit aussi que c'était une expérience pour mon famille d'accueil, que peut-être avant, il pensait autrement qu'il m'a vu. Peut-être qu'il pense autrement. J'espère en tout cas. J'ai commencé à vivre avec mon famille d'accueil. J'ai resté plus ou moins 3 ans. On a parlé de tout, on a rigolé de tout, de rien, quoi. Et on a fait de temps en temps des discours, des heures, comme les politiques. Franchement, on a toujours bien compris qu'on avait quelque chose à discuter par rapport à l'école, travail. Quand j'ai commencé à travailler, c'est eux qui m'ont conduit. Et on est toujours... franchement, on n'a rien à dire. Juste français, oui. Il y a des choses qu'il dit autrement, moi je comprenais autrement. Après, on a rigolé. Par exemple, son mari, quand il parlait, je comprenais rien. C'est elle qui m'a traduit le français en français, quoi. Mais heureusement, j'ai eu une famille d'accueil. Même maintenant, que ça fait 10 ans que je suis en Belgique, même maintenant, je travaille partout, j'y vais à activités partout. Et je connais plein de gens. Mais maintenant, j'ai dit, j'avais la chance que j'ai tombé avec les bonnes personnes. Pour moi, au début, quand j'ai entendu qu'une famille d'accueil, j'ai pas trop aimé que les gens l'aient dit aux familles d'accueil. Je voulais pas trop entendre ça, parce que j'ai dit, j'avais une famille. Mais maintenant, je sens que dans un nouveau pays, c'est important de voir une famille d'accueil. Mais pour moi, généralement, quand un plus âgé qu'il t'aide, comme père et mère, quoi, comme parent, quand il a fait avec moi, par exemple, s'il achetait quelque chose de vêtements pour son fils, quand j'avais anniversaire, j'avais la même cadeau que tout le monde. Et c'est important d'essayer de faire un rôle parent. Et de notre côté aussi, on doit respecter exactement comme nous on respecte à notre parent. Et j'espère que j'ai bien fait. Mais maintenant, je ne dis pas comme une famille d'accueil, mais je dis
ses amis, quoi. C'est une autre relation, quoi. Il n'y avait pas quelque chose d'obligatoire, qu'on va dire que tu dois vivre obligatoire, ou tu ne dois pas faire ça, c'est obligé. Non, on n'avait pas ça. Euh, il n'y avait pas que, par exemple, que j'ai parti avec ses amis, qu'il m'a dit non, oui. Il n'y avait pas ça non plus. J'ai jamais senti qu'il y a quelque chose que c'est obligé ou quoi. Moi, j'aime bien les sports et tout ça. J'ai bougé de tous les sens. Fait musculation, les box, courir. C'était la période de Corona. Et c'était risqué un peu pour mon famille d'accueil. Qu'il a pris sa mère aussi chez eux. Bah moi, je voulais pas que je ramène les virus. Après, j'étais resté avec mes amis. Déjà, j'avais une longue journée de travail. Et après, les week-ends, c'était rarement que je restais les week-ends à la maison. Euh, je restais tout le temps avec les amis. Après, tout doucement, j'ai habitué tout seul. Après, j'ai dit un jour, pourquoi pas habiter tout seul, parce que j'avais tout. J'ai pu presque voir mon permis, j'avais travail, j'avais diplôme et tout ça. Après, j'ai commencé à vivre tout seul. Oui, ici en Belgique, j'y vis bien, tout va bien. J'ai des amis de travail, de tous les sens. Ça fait 10 ans que je suis là, mais moi je sens que ça fait plus que 10 ans que je suis là. Je sens pas que je suis étranger ou je suis afghan. Dans le travail, ça passe très bien. J'étais avec famille d'accueil que j'ai commencé mon métier soudure. Au début, je n'aimais pas trop, mais mon famille d'accueil m'a poussé pour voir les diplômes et qu'aujourd'hui, je suis trop content de voir ça. Quand j'ai vu les diplômes, après, j'ai commencé quelques mois. J'ai pas trop aimé, j'ai changé. Maintenant, je travaille dans une entreprise de bâtiment, on va dire. Je suis chef d'équipe. J'ai 20 personnes à gérer. Pour moi, c'était comme les amis qu'on fait activité ensemble. Maintenant, on joue tous les samedis, mini-foot ensemble. La vie, ça passe bien. Maintenant, j'aimerais bien essayer d'être indépendant. Mais quand même, les pays, c'est pays, quoi. J'ai pas mis tout ça, mais ça oblige jamais. De temps en temps, j'y visite. Et peut-être cette année, je vais essayer de revisiter. Ça, j'aimerais bien d'aller là-bas, de passer les vacances là-bas et revenir, travailler, vivre ici, quoi. Famille d'accueil, c'est vraiment une bonne idée pour avancer dans la vie au Belgique. Plutôt tu avances dans la vie et plutôt tu es tranquille. Famille d'accueil, ça aide de tous les sens. La langue, l'expérience, trouver les boulots. Parce que les premiers boulots, c'est pas facile de trouver. Mais une fois que tu es dedans, après, tout c'est bien, quoi. Mais les premières fois de présenter pour un endroit pour travailler et tout ça, je dis pas que tout le monde ne peut pas confiance, mais il y en a un endroit qui c'est difficile de faire confiance qu'il prend un gars qui ne parle pas français, qu'il est dans les métiers, quoi, qu'il prend les métiers, qu'il vient d'arriver. C'est difficile de faire les confiances. Mon famille d'accueil, il a vraiment galéré pour trouver. Mais heureusement, on a trouvé. J'étais presque quitté les métiers, mais on a trouvé pas trop. Que même aujourd'hui, j'ai toujours un bon contact avec, même que je ne travaille pas avec. Il me demande, quand il me croise, il me demande de revenir travailler avec. Et voilà. On va quand même voir les familles. Qu'est-ce qu'il fait, ou même dans la vie. Désolé de dire ça, mais c'est une famille qui ne travaille pas et qui n'a eu qu'un projet dans la vie. C'est mieux qu'il ne va pas parce que ça va finir la même chose. Il y a une chose que je veux dire. La première chose, être vraiment écoutant. Et une deuxième chose, il doit vraiment respecter. Au début, il doit vraiment prendre comme invitation que c'est pas chez lui. Et il doit poser les questions, ce qu'il fait, où il va, quand il rentre. Parce que déjà, on n'a pas la même culture. Nous, on pratique une religion islamique.
Peut-être qu'on parle maintenant, ça veut rien dire, mais quand tu es dans une famille d'accueil, ça joue vraiment, vraiment, vraiment fort. Que les familles d'accueil peut être une autre religion. Ce serait rien d'essayer de nouveaux trucs ou de disputer pour quelque chose. Il faut clairement dire au premier jour qu'il y a des choses que je ne veux pas manger, il y en a des choses à telle raison, même s'il ne dit pas raison, mais il doit dire que c'est à cause ou grâce à la religion. Le reste, on est dans un pays que ça n'a rien à voir avec notre pays. Ça ne serait rien de disputer ou prendre la tête pour rien. C'est mieux qu'ils profitent d'avancer dans le français et voir le permis et voir étudier où il peut arriver. Plus tard, c'est très très important. Même un jour d'école ici au Belgique pour voir français, c'est très important. C'est mieux qu'on ne rate pas. Franchement, la vie, c'est simple. On sait bien que la vie de Belgique, travail à la maison et de temps en temps une week-end tranquille. Toujours de contact avec nos familles d'accueil, mais que je ne le vois pas, c'est juste à cause de travail de mon côté, et travail de l'autre côté aussi, les couper et tout ça de temps en temps. On essaye. Sinon, j'ai toujours le même contact comme avant. Pour moi, rien n'a changé, quoi. Bonjour Noémie Globen, vous êtes psychologue clinicienne indépendante et vous exercez depuis plusieurs années auprès du public MENA. Vous avez écrit un mémoire qui a d'ailleurs reçu des prix, intitulé « Influence des environnements d'accueil et du soutien social sur la capacité de résilience et sur le maintien de symptômes de stress post-traumatique chez les mineurs étrangers non accompagnés en Belgique ». On aura l'occasion d'en parler durant ce podcast, mais tout d'abord, pouvez-vous nous parler de votre parcours en tant que psychologue clinicienne et de ce qui vous a amené à vous intéresser au MENA ? Alors moi, ce qui est particulier, c'est que quand je commence à côtoyer les MENA, c'est que je ne suis pas encore psychologue. Avant la psycho, j'avais fait l'anthropologie. Après l'anthropologie, j'ai travaillé un peu à l'étranger. Et puis, quand je suis revenue en Belgique, j'ai travaillé dans les centres Croix-Rouge, donc centres d'accueil pour personnes issues de la migration. Et donc, je vais me former en fait au public en devenant tutrice dans un premier temps. Et puis, je vais quitter la Croix-Rouge pour un service de placement en famille d'accueil des MENA. Quand je commence à travailler à Mentor Jeune, donc à l'époque, ça s'appelle Mentor Escale. Il y a à la fois un accompagnement type structure de transit et puis il y a le projet famille d'accueil. Donc Mentor Escale regroupait les deux et puis finalement ça va se scinder et Mentor Jeune va rester le projet famille d'accueil. Quand je commence en 2018, la coordinatrice à l'époque, c'est la systémicienne qui va vraiment nous former à tout ce qui est entretien de famille, etc. Elle va vraiment en fait me donner l'envie de reprendre la psycho. L'anthropologie et la psychologie se rejoignent bien, parce que l'anthropo, ça implique de prendre en considération tout ce qui est interculturel, la culture de l'autre. Et la psycho, c'est plutôt l'individu. Et donc les deux se rejoignent bien, je trouve, dans ce que je peux apporter et ce que les MENA m'apportent aussi. Mais du coup, j'ai repris en fait les études en travaillant à Mentor Jeune. Il y avait des choses que je retrouvais sur le terrain en côtoyant les MENA parce qu'il y a des spécificités au niveau psychologique qui impliquent de vraiment les prendre en charge d'une certaine façon et pas d'une autre. Je me suis dit, en fait, j'ai envie de reprendre la psycho pour mieux les accompagner. Actuellement, j'ai 2 mi-temps. Je travaille à Taban, qui est un dispositif de santé mentale pour des personnes traumatisées avec de l'interculturel. Donc je reste un petit peu celle qui prend en charge les MENA. Et il y a tous cette ethnopsychiatrie que j'aime beaucoup. Et alors, je travaille dans un autre projet qui dépend d'Isocel, où là, il n'y a pas de cette particularité migrante. Ça s'appelle Ecotone. C'est une équipe en fait, d'intervention précoce pour tous les premiers épisodes d'allure psychotique. Ça peut être des MENA, parce qu'il y a des MENA qui peuvent avoir des premiers épisodes psychotiques. Mais voilà, ce n'est pas une spécificité MENA. Dans votre mémoire, vous avez étudié les différences d'impact sur la capacité d'un MENA ou d'une MENA à surmonter ces traumatismes en fonction de 3 structures d'accueil, collectives, individuelles et en famille d'accueil. Pouvez-vous nous partager vos constatations ?
Ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'en fait, les MENA qui bénéficiaient du plus grand soutien social, en général, c'était dans les familles d'accueil et dans les structures de transit. L'impact du trauma diminuait lorsque le soutien social augmentait. C'était des effets davantage positifs dans les 2 derniers groupes que dans les grosses structures collectives. Parce que je pense que dans les structures collectives, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de population, et donc un accompagnement individualisé n'est pas possible, ce qui est davantage le cas dans des structures de transit ou dans les familles d'accueil, où là, l'accompagnement est vraiment individualisé. Donc un impact du trauma qui est plus faible et une plus grande résilience aussi, parce que les structures de transit ou les familles d'accueil ont plus la possibilité de mettre pas mal d'acteurs autour du jeune. Donc on remarquait vraiment qu'au niveau du bien-être du jeune, c'était vraiment beaucoup mieux dans les 2 derniers groupes. Et après, il y a les témoignages en famille, où là, tant au final chez le jeune que chez la famille d'accueil, on se rend compte que cette expérience, elle est positive et qu'elle apporte aussi bien pour le jeune, pour qui la vie en centre est compliquée, mais que pour la famille qui se décide à accueillir un jeune et au final qui ne se rend pas compte que ça va être bénéfique pour chacun des membres de ce système-là. Peut-on comparer les familles d'accueil pour MENA avec les familles d'accueil pour enfants placés par l'aide à la jeunesse ? Ce qui est particulier en fait dans l'accueil d'un jeune en famille d'accueil, c'est que c'est pas du tout la même chose qu'un jeune qui est accueilli dans l'aide à la jeunesse. Après, je dis en général, il faut mettre des pincettes parce que chaque jeune est particulier, tant dans l'aide à la jeunesse que chez les MENA. Mais en général, les jeunes qui sont accueillis dans l'aide à la jeunesse, quand ils vont être accueillis dans famille d'accueil ou quand il va y avoir un projet d'adoption, il n'y a pas eu les bases de sécurité au niveau attachement dans la famille d'origine. Et donc, il faut penser à tout ça quand le jeune est accueilli en famille d'accueil ou adopté, ce qui n'est pas toujours le cas en général chez les MENA, c'est-à-dire que les MENA, en fait, au pays, ils ont une base de sécurité, ils ont eu des figures d'attachement sécures, et donc il n'y a pas ces difficultés-là quand on l'accueille en famille. Maintenant, il y a d'autres difficultés à prendre en compte. Il y a tout l'impact du trauma, qui n'est pas négligeable du tout. Il y a l'interculturel, c'est-à-dire que la famille, elle vient avec ses modes de fonctionnement, sa culture, et elle n'est peut-être pas préparée à avoir un jeune qui va questionner en fait tout ça. Et puis, il y a l'adolescence. Donc, il y a d'autres difficultés qu'un jeune de l'aide à la jeunesse. Mais quand on dépasse ces difficultés-là, c'est extrêmement riche. Ça amène la famille à se questionner sur, pourquoi est-ce qu'on fonctionne comme ça ? Pourquoi est-ce que le matin, on va déjeuner d'une telle façon ? Pourquoi on s'habille comme ça ? Ça peut questionner même au-delà. Je me rappelle d'un jeune, on avait eu pas mal de difficultés, en fait, et de disputes, parce qu'il y avait tout un questionnement pour aller chez le coiffeur. Et en fait, le jeune ne voulait pas aller chez un tel coiffeur, il voulait aller chez un autre, et la famille prenait position en disant en fait on comprend pas pourquoi il veut pas nous accompagner chez le coiffeur, mais en fait dans sa culture le jeune a pu expliquer que lui aller chez le coiffeur c'est ritualisé, et donc on ne va pas chez n'importe quel coiffeur, on ne va pas à n'importe quel moment de l'année chez le coiffeur. Il faut déconstruire tout ça et amener à penser comme le jeune le pense dans sa culture. Ça nous invite aussi à penser à nous, à comment on fonctionne, et à déconstruire tout ça. Et donc il y a beaucoup de familles qui au final à la fin du processus nous disent en fait c'est super riche, on fonctionne différemment maintenant et on fonctionne mieux. Et des expériences, il y en a plein. Moi, quand je travaillais dans ce projet-là, j'étais aussi très admirative des familles. Ce qui est chouette dans le projet qu'on avait, la directrice était une systémicienne, et donc elle nous a vraiment formés à tous les entretiens de famille pour pouvoir en fait retirer en fait de ces entretiens toute la richesse du fonctionnement familial et de pouvoir retirer tout l'intérêt pour le jeune à aller dans telle famille et à s'inscrire dans tel système. J'ai pu rencontrer des familles qui étaient extrêmement fonctionnelles, dont je garde de super beaux souvenirs. Travaillez-vous justement ces questions de choc culturel avec les jeunes et avec les familles d'accueil ? Ce qui se passait à Mentor Jeune, quand j'y travaillais, c'est qu'il y avait une équipe qui se chargeait des entretiens famille, qu'on avait plusieurs entretiens où on questionnait un petit peu l'histoire familiale. C'était vraiment l'idée de comprendre comment la famille fonctionnait, ce qui était important pour elle, ce qui était peut-être difficile aussi pour elle, dans l'idée qu'un élément qui s'ajoute au système familial va un peu chambouler le système familial, et donc de le faire le mieux possible en fait. Donc ça, c'était la première équipe. Et puis à côté de ça, il y avait des entretiens avec le jeune, avec le centre, avec le tuteur, pour un peu questionner
pourquoi ce souhait d'aller en famille d'accueil, comment ils se représentaient aussi la famille. Donc il y avait ces 2 équipes en amont, mais il y avait un binôme qui restait là tout au long du parcours. Donc il y avait une personne qui était en charge de la famille, un peu le référent famille, et puis il y avait un autre référent jeune pour déconstruire au quotidien en fait toutes ces questions-là d'interculturalité, parce que oui, c'est ce qui va poser un petit peu question tout au long du processus. Est-ce que c'est le MENA ou la MENA qui exprime le souhait d'aller en famille d'accueil ou est-ce une autorité externe ? Non. À l'époque, quand j'y travaillais, donc, c'était les MENA qui faisaient la demande de famille d'accueil. Et c'était important que ce soit le jeune qui porte cette demande-là, parce que quand c'était la demande d'un tuteur ou la demande d'un centre, le jeune se saisissait moins de cette demande et du coup, ça pouvait être compliqué de proposer une famille d'accueil à quelqu'un qui n'était pas vraiment demandeur de ça. Donc en général, ils arrivent en centre, ils ont souvent connaissance du projet, soit parce que les AS, soit parce que le tuteur en parle, soit parce que les jeunes entre eux en parlent aussi. Et alors, ils vont faire une demande. Il y a une liste d'attente qui est quand même assez importante. Mais une fois que le mentor jeune se dit ce jeune-là pourrait peut-être coller à cette famille et inversement, la famille pourrait coller pour les besoins du jeune ou en tout cas son souhait d'aller en famille d'accueil. À ce moment-là, il y a un pré-accueil qui va se mettre en place. Donc il y a des petits séjours, souvent d'une après-midi, d'une journée, puis d'un week-end, avant vraiment de formaliser les choses et de se dire là maintenant, il peut aller en famille d'accueil, on se rend compte que ça se passe bien. C'est vraiment pour baliser le processus et faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Existe-t-il d'autres alternatives aux familles d'accueil qui peuvent offrir aux jeunes un impact similaire ? Il y a toutes les structures qui offrent des parrainages et qui vont apporter du soutien. Je pense que ce qui est vraiment important, c'est d'apporter du soutien aux MENA. Il y a d'autres structures. Il y a Intera qui permet aussi de créer du réseau aussi, des échanges autour des jeunes. En fait, au plus on va créer du lien autour d'un jeune, au plus, je pense, le trauma va diminuer, enfin l'impact du trauma va diminuer. Et donc, toutes les structures qui peuvent créer du lien sont bénéfiques. Maintenant, aussi bien pour ce qui est du parrainage que des familles d'accueil, je pense qu'on ne se lance pas dans l'aventure sans une structure autour. Je ne peux pas, moi, me dire je vais accueillir un MENA chez moi et je n'ai pas besoin d'intervenants autour de moi. Je pense que c'est important d'être accompagné parce qu'il y a quand même des difficultés. Il y a toute l'interculturalité qui est quand même parfois compliquée à vivre. Et donc, quand on est accompagné par une structure, ça déconstruit tout ça et on se sent quand même pas tout seul là-dedans. Donc, je pense que c'est important de se diriger vers une structure quand on veut se lancer dans ce projet-là. Observez-vous des problématiques récurrentes chez ces jeunes ? Chaque MENA va avoir sa spécificité et donc chaque entretien est différent. Maintenant, ce qui revient souvent, c'est quand même l'impact du trauma qui va se manifester pas toujours en fait quand on le croit. C'est quand le jeune va se sécuriser ou quand il va avoir un statut, un droit de séjour en Belgique, qu'il y a un impact du trauma qui se manifeste. Peut-être parce que jusque-là, le jeune fonctionnait, il était dans une espèce de survie, à se dire, il faut que j'avance, que je réponde à toutes les exigences. Et puis, quand il y a une sécurité qui se met en place, c'est là qu'on commence à avoir des souvenirs. Cauchemars pendant la nuit, des flashbacks d'images sur le parcours. Souvent, en fait, on va avoir l'impact du trauma qui va se manifester à un moment où on se dit, en fait, pourquoi maintenant ? Quels sont les principaux obstacles à la prise en charge psychologique des MENA ? La difficulté par rapport à tout ce qui est interculturel, c'est-à-dire que venir voir un psychologue, dans certaines cultures, c'est pas du tout bien vu. Moi, je me rappelle d'Afghans qui me disaient « mais moi, je ne suis pas léouané ». Donc, léouané, en pachtou, c'est le fou, en fait. Et donc, il fallait que je déconstruise tout ça et que je disais en fait, nous, dans notre culture, on va souvent voir un psychologue quand on a des difficultés. Et encore, nous-mêmes, dans la culture occidentale, aller voir un psy, c'est souvent mal vu et on se dit toujours si tu vas voir un psy, tu as un problème. Donc, il faut déconstruire tout ça et dire, en fait, non, parfois, on a une difficulté à avoir un regard extérieur, ça peut être chouette.
surtout quand on vit en Belgique avec plein de choses qui sont compliquées et toi qui dois gérer plein de choses. Et puis, il y a le fait que les MENA, c'est des ados et que parfois, pour construire un lien chouette avec un ado, il faut parfois faire autre chose qu'une session de psy, en fait. Et donc, parfois, on parle d'autre chose et il faut un peu entrer dans leur monde, en fait, avant de pouvoir vraiment être utile. Donc oui, parfois, je fais d'autres choses. Je vais manger avec eux, je vais écouter de la musique. Et à ce moment-là, je me dis, est-ce que c'est vraiment utile ? Est-ce que je suis vraiment une psy à ce moment-là ? Mais en fait, oui, je pense que chaque chose va créer du lien et c'est ce qui va permettre en fait de sécuriser aussi le jeune dans le lien thérapeutique. Vous exercez à mi-temps pour l'association Taban, qui est un service de santé mentale spécialisé dans l'accueil des personnes migrantes. Comment se passe la prise en charge des personnes qui franchissent vos portes ? Chaque personne qui entre à Taban peut à la fois avoir des sessions psychologiques, mais il y a aussi tout le communautaire. Donc on a des activités tous les après-midi de la semaine. Et c'est des activités qui sont diverses. Ça peut être faire du yoga, comme ça peut être s'asseoir autour d'une table et discuter de ce dont on a envie de discuter. Et on pense tous à Taban que l'un et l'autre ont vraiment un impact bénéfique. Vous nous avez parlé des obstacles à la prise en charge psychologique des MENA. Existe-t-il des leviers extérieurs qui permettent d'intervenir malgré les réticences du ou de la jeune ? Je ne sais pas ce qui est le plus bénéfique. Je pense que parfois d'avoir un lien privilégié avec un AS ou un éduc qui va parler du soutien psychologique, ça peut être bénéfique. Parfois les pères aussi, parce que les MENA, comme tous les ados, le groupe des pères, c'est super important. Donc les autres jeunes, si un autre jeune est suivi et qui va aller parler aux copains, oui, moi je suis suivi, ça m'aide bien, ça peut être bénéfique. Mais je ne sais pas, il n'y a pas vraiment de recette magique. C'est vraiment de pouvoir en fait se faire accepter du groupe. Et ça, c'est plutôt du coup l'aspect anthropologique. Un anthropologue doit en fait se faire accepter dans un groupe pour bosser. C'est plus mon parcours anthropologique qui m'aide un peu. Je me dis, en fait, pour pouvoir bosser, il faut que je me fasse accepter des MENA. Et donc, c'est aussi ce qui m'amène parfois à aller manger avec eux ou bien aller faire du sport. Je me rappelle d'aller faire de la course à pied avec eux parce que ça construit autre chose. Et c'est ce qui va permettre en fait de rentrer en contact par la suite, quoi. Il faut être imaginatif et flexible, mais je pense qu'avec tous les ados, il faut parfois un peu sortir de son cadre. En fait, si on reste dans son bureau et qu'on reste dans son fauteuil, je sais pas s'il y a beaucoup de psy-ados qui arrivent à faire quelque chose comme ça. Et je pense qu'avec les MENA, c'est clair, il faut faire différemment. Et souvent, ce qui est chouette aussi avec les MENA, c'est que, comme toutes les personnes qui sont issues d'un pays différent de la Belgique, mais ils aiment bien parler de leur pays, de leur culture. Et donc, c'est aussi riche pour moi d'apprendre tout ça, de me dire, oui, en Afghanistan, on fonctionne comme ça, ou au Congo, on fonctionne comme ça. C'est super intéressant d'apprendre d'autres choses. Donc, ces entretiens, en fait, ils sont super riches. Tant sur le plan psychologique quand ils expliquent en fait leurs difficultés et comment on peut les entretiens peuvent les aider, que sur leur parcours et sur d'où ils viennent et ce qu'ils ont vécu. C'est super intéressant. Savez-vous si en général les familles d'accueil gardent contact avec leurs MENA après leur départ ? Oui, en général, quand j'y travaillais, toutes les familles d'accueil et tous les jeunes accueillis gardaient un contact. Il n'y a pas eu de jeunes qui rompaient le contact. Ça n'est jamais arrivé. Donc, en général, au bout d'un moment, le jeune soit reste en famille, mais il va plutôt prendre un appartement comme un cote, comme nous, on prendrait un appartement quand on devient ado et qu'on fait nos études. Mais il garde toujours un contact avec la famille. Il va soit manger le week-end chez eux, soit il y a quelque chose de régulier qui s'installe. Et donc, c'est ça qui est très chouette, c'est qu'en fait, ce lien qui va se construire dans la famille d'accueil, il reste toujours là. Et la famille devient vraiment un soutien à long terme, quoi. Et c'est ça qui est compliqué aussi pour les MENA, c'est qu'à 18 ans, il y a tellement de choses qui s'arrêtent d'un coup.
que effectivement, heureusement que la famille, le lien continue, parce que voilà, à 18 ans, ils se retrouvent sans tuteur, sans structure, parfois obligés d'aller bosser, donc c'est vraiment compliqué. Existe-t-il des situations où le ou la jeune en famille d'accueil arrive à faire revenir sa famille du pays? Et si oui, comment cela se passe-t-il? Cela provoque-t-il des tensions? En général, c'est vrai qu'il y a des tensions, parce que souvent, en fait, le MENA, il va être porteur de revendications de la famille d'origine ou de la famille d'accueil, et donc il se retrouve un peu en conflit de loyauté entre sa famille d'accueil et sa famille d'origine. C'est pas toujours des moments qui sont simples, parce que le regroupement familial, c'est aussi plein de démarches, plein de procédures, et donc il faut accompagner le MENA là-dedans. L'expliquer aussi à la famille au pays, à la famille ici en Belgique. Et puis quand la famille arrive, il faut aussi accueillir ça, hein. Je parlais de système avec un élément qui se rajoute au système, mais là c'est un peu le cas aussi, c'est qu'on a plusieurs systèmes qui vont jouer ensemble. Et donc ça c'est quand même un gros changement qu'il faut penser et dans lequel il faut que le jeune soit accompagné. C'est quand même pas rien. Mais c'est tout à fait possible. Et il y a plein de familles d'accueil qui se sont retrouvées à se lancer dans le processus de regroupement familial et avec des familles d'origine qui sont arrivées en Belgique et en lien qui s'est poursuivi avec la famille d'accueil, hein. Mais c'est tout à fait possible. Travaillez-vous aussi l'éventualité que le ou la jeune ne puisse pas rester sur le territoire après ses 18 ans? Oui, bien sûr. Et ça, c'est souvent la crainte en fait des familles d'accueil, c'est de se dire, voilà, on va accueillir un jeune qui peut-être va se retrouver illégal sur le territoire. Comment est-ce qu'on fait dans ce cas-là? C'est déjà arrivé que voilà, le jeune n'ait pas de titre de séjour. En général, on se démène aussi pour trouver d'autres solutions. Et donc, s'il est illégal à un moment donné, voilà, on va mettre en place d'autres solutions pour qu'il ne le soit plus et qu'il soit régularisé. Mais c'est déjà arrivé et c'est travailler avec la famille évidemment, parce que c'est une crainte qu'ils ont de se dire voilà, qu'est-ce qu'on fait en fait si on s'attache à quelqu'un qui va se retrouver à devoir être retourné au pays ou on n'a jamais eu par contre de MENA qui a dû retourner au pays, enfin qui a eu un ordre de quitter le territoire aux 18 ans. En tout cas, ça ne m'est jamais arrivé dans les familles que j'accompagnais, mais on a toujours travaillé cette possibilité de se dire si jamais il n'a pas de papier, qu'est-ce qui se passe? Et en général, c'est une peur qui vient très vite, hein, dans les premiers entretiens qu'on avait avec la famille. Mais voilà, c'est vraiment le fait d'avoir un accompagnement et je pense le fait d'être en famille aussi fait que c'est vraiment des cas qui sont rares, heureusement. Et quand ça arrive, on met des choses en place pour que ce soit quand même sécurisé et qu'ils ne se retrouvent pas en difficulté l'un et l'autre, la famille et le jeune. Pensez-vous que la question de la prise en charge psychologique des MENA a évolué positivement au cours des dernières années? Positivement, je ne dirais pas. Et je pense pas que... Enfin, je crains en tout cas que le gouvernement actuel n'aille pas dans ce sens-là. Quand j'entends que voilà, on réouvre des centres fermés ou que la question de l'enfermement des enfants va peut-être être discutée, voilà, c'est des choses qui m'inquiètent quand même un petit peu. L'objectif de ce mémoire, c'était peut-être aussi de sensibiliser à ça, d'interpeller les politiques actuelles sur le fait qu'il fallait peut-être repenser l'accompagnement des MENA et renforcer la prise en charge psychologique. Voilà, c'était peut-être un peu ambitieux de ma part de me dire que mon mémoire allait impacter à ce point. J'espère me tromper, mais je ne pense pas que ce soit la priorité des politiques actuelles. Et donc là-dessus, il va falloir peut-être que la société civile, qui est toujours celle qui se démène un petit peu, voilà, soit imaginative et qu'on se serre un peu les coudes par rapport à ça. Pour terminer cette interview, quel conseil donneriez-vous à une famille qui souhaiterait se lancer dans l'aventure de la famille d'accueil ? Comme vous le dites, hein, c'est super important parce qu'on l'a constaté scientifiquement, c'est-à-dire qu'on voit que le soutien social a un impact positif sur le bien-être des jeunes. Mais au-delà de ça, je pense que l'expérience en famille d'accueil, c'est une super belle expérience, tant pour le jeune que pour la famille. Moi, je vois bien que même
au-delà des parents, il y a toute une question de fraternité qui va se créer entre les enfants qui accueillent un MENA et le MENA. Et ça, c'est super chouette, c'est de belles expériences. Je pense que quand on est une famille et qu'on a envie d'offrir une base de sécurité à un MENA et qu'on a envie peut-être de repenser notre façon de fonctionner et de s'ouvrir à d'autres choses, c'est une superbe expérience. J'insiste aussi sur le fait qu'il ne faut pas s'y lancer tout seul parce qu'il y a ce projet-là de Mentor Jeune qui est un très beau projet qui a vraiment été bien pensé. Donc il faut se faire accompagner, mais j'encourage chacun à se lancer dans l'aventure. Merci Noémie Globen pour cette interview et merci à vous pour votre écoute. Nous espérons que ce 2e épisode vous a plu. N'hésitez pas à commenter et à partager ce podcast. Nous nous retrouvons dans 2 semaines pour le dernier épisode de la saison qui parlera de l'émancipation des jeunes femmes MENA, notamment grâce aux personnes qui les accompagnent dans les centres pour demandeurs d'asile. À bientôt.